que vous avez envie de vous doxer et que les impôts vous tombent dessus, vous êtes tous les bienvenus. Le fisc vous attend à la sortie et les adresses de wallet seront checkées pour être sûr que vous n'avez pas de l'argent et que vous n'avez pas eu un accident de bateau. Ah, je peux meubler tant que tu veux. Donc, oh, il y a encore du monde. Ouh, c'est super. Donc, je disais donc que vous êtes toutes et tous les bienvenus. Et par contre, sans déconner, j'ai pas de connexion internet depuis tout à l'heure et je n'ai pas eu mise à plus à 15h et ça m'embête un petit peu. Il les a regardés, Seb. Il semblerait que c'est Nvidia, mais je n'ai pas la réponse du bleu. Et j'aimerais bien le bleu. Kraken, ça ouais. Donc bonjour à toutes et à tous. Je le répète, ce live est communautaire. Si vous voulez venir parler de votre projet, ou vous avez un projet, vous êtes développeur, ou même vous êtes un membre d'une communauté, puisque là je sais que j'ai les gars de chez Caspa qui vont venir. Vous n'hésitez pas à venir. C'est l'occasion. 4 coins. C'est l'occasion. Non, sans déconner. N'hésitez pas si vous voulez venir parler d'un projet ou quoi. On va essayer que ça reste courtois, donc ne pas défoncer les autres, hein, mais il y a moyen. Quoi? Tu peux monter, mais là on n'est pas en live. Là je dois meubler. On est bon. Je suis en live. Tu peux venir quand tu veux. Donc j'insiste. On a des micros, il y a des places. Merci monsieur. Et premièrement, donc, désolé pour ceux qui sont sur place, hein, mais je recommence. Donc pour ceux qui nous suivent sur YouTube, sur Cryptoxer, bienvenue à toutes et bienvenue à tous. Je vous rappelle que en crypto-monnaie, seul le risque est garanti. Ah là, le disclaimer, C'est le disclaimer. Faites attention, ne perdez pas l'argent. Non, je suis en France, j'ai le droit. Envoyez l'argent de mamie. Ah non, c'est pas ça, pardon. Voilà, merci. Donc on est parti pour 1h30 de live. Ça va être long, hein, donc n'hésitez pas. Si vous voulez venir intervenir, venez meubler. On est donc ici à Cryptoxer en live donc de 17h17 jusqu'à 18h30. Ce live se veut avant tout bienveillant, amusant, rigolo. Donc n'hésitez pas. On pourra les taxer les gars chez Avalanche après. Je parie qu'ils ont de la thune chez Avalanche. C'est certain, c'est ça. Ils sont à Proof of Stake, il y a de la thune à chercher. Donc non, sans les connaître, venez, n'hésitez pas, venez parler, venez, on est là pour passer un bon moment, discuter. Et donc, aujourd'hui, en tout cas pour m'accompagner dans cette grande galère, pour ne pas dire, j'ai un monsieur Baguette. C'est moi la baguette. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les gens qui ne te connaîtraient pas? Plusieurs choses depuis 2021, j'accompagne une blockchain Proof of Work. À côté de ça, j'ai accompagné des PSAN, sur lequel je peux pas forcément divulguer, mais j'ai accompagné des PSAN sur Mais la tu partie... es à l'aise avec le sujet de la régulation. Totalement à l'aise avec le sujet de la régulation et du market making au sein de la régulation. Et depuis, en fait, j'accompagne vraiment, je me suis spécialisé sur la partie accompagnement market making et notamment aider les gens qui font confiance à des gens qui sont connus et qui n'auraient pas dû faire confiance. Et n'oubliez pas que les market makers sont vos amis, hein. Ils sont toujours là pour votre bien, en tant qu'investisseur. N'oubliez pas. Et tu regardes le chat, j'imagine. Ouais. Comment veux-tu qu'on t'appelle? Et te présenter? En fait, on m'appelle pas. On t'appelle pas? Ouais, on m'appelle Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? On t'appelle pas? Je suis un flux voleur. C'est un flux voleur, c'est sympa. J'en ai vu plusieurs par ici, hein. Vas-y, continue. Non, le coin du mineur, spécialisé plus dans le masternode et le minage. Voilà. Donc voilà, vous voyez, je suis quand même relativement bien entouré. Donc, comme à un moment donné, il faut bien commencer par quelque part. Est-ce que l'on commence par le prix du Bitcoin? Est-ce qu'on commence par les copains de chez Caspa? Je vois qu'ils sont chauds. Allez. Je le lance, hein, parce que sinon... Les Caspiens sont parmi nous. On va te faire passer un micro avec grand plaisir. Les Caspiens taquins. Tu sais lui filer comme bien ça? Bien sûr. Je trouve, donc j'en ai déjà parlé, je trouve votre phrase d'accroche, votre pseudo, donc pour ceux qui ne connaissent pas, Caspa est un projet en Proof of Work, et notamment, très bien mis sur son t-shirt, Bitcoin était le testnet de Caspa. Je trouve que c'est extrêmement irrévérencieux, mais Dieu sait que de nos jours, le marketing fait beaucoup plus que la technologie. Pourtant, vous avez une très bonne tech, c'est pas ça que je veux dire. Mais, est-ce que déjà, premièrement, tu peux te présenter et à la limite, nous toucher un petit mot sur Caspa? Ne nous le vends pas, mais donne les grandes lignes. Donc oui, alors cette phrase-là, elle est volontaire, elle est un peu comique, mais il y a un petit fond quand même on l'espère, de vérité. Mais c'est vrai que c'est un peu taquin et l'objectif c'est aussi d'attirer un petit peu les regards sur Caspa. Caspa, c'est un projet full communautaire, fair launch depuis le départ, c'est du proof of work, c'est la volonté de prolonger la vision de Satoshi, la décentralisation et la sécurité, c'est très important. Et aujourd'hui, en tout cas, on estime que c'est sur le proof of work que ça se passe.
Malheureusement, on pensait la scalabilité impossible. Finalement, ça ne l'est pas impossible. On est en train de le réaliser. Actuellement, ça tourne très bien en 1 bloc par seconde avec 300 transactions par seconde sur le mainnet, ce qui en proof of work avec le consensus de Nakamoto est relativement, c'était censé être impossible. Donc c'est déjà assez fort. Mais dans quelques semaines, on sera même à 3000 transactions par seconde avec le 10 blocs par seconde et la mise à jour crescendo qui arrive, soit la vitesse de Visa en proof of work et avec le consensus de Nakamoto de Bitcoin. Donc c'est plutôt sympa. Moi, je préfère en tout cas passer sur un proof of work et un peer-to-peer cash que sur Visa. Donc je pense que la promesse peut être sympa, je pense, pour beaucoup d'entre nous. Donc, voilà, pour faire le plus court. C'est extrêmement intéressant. Mais du coup, en fait, aujourd'hui, Kaspa reste une blockchain transactionnelle et non pas applicative, qu'on soit d'accord. Absolument. Actuellement, c'est que transactionnel, mais l'applicatif arrive. L'applicatif, c'est Sparkle. Sparkle, c'est le nom du projet sur lequel actuellement on a des devs qui sont en train de travailler. C'est Smart Contract. L'objectif étant à terme d'être MEV-bot résistant. L'objectif aussi étant d'avoir justement avoir une couche, en fait, de faire de Kaspa le séquenceur ultime et d'avoir un mécanisme de fonctionnement avec même des layers 2 qui soit un peu différent de ce qu'on a connu. Et pour profiter de l'architecture de Kaspa, parce que Kaspa, ça fonctionne pas en linéarité. Kaspa, ça fonctionne en arborescence avec des validations de blocs parallèles. Donc 10 blocs par seconde, c'est des validations multiples. Et dites-vous bien que à terme, ça sera du 100 blocs par seconde. Et c'est le papier scientifique écrit, ça s'appelle DAGNITE. C'est en cours, on est en train de bosser dessus. Donc il y a même des choses qui arrivent après qui sont game changer, mais vraiment, vraiment en proof of work avec le consensus de sécurité et avec la décentralisation. Parce que ça, on oublie relativement l'aspect décentralisation, c'est super important. C'est ce qui fait la force de Bitcoin. C'est ce qui fait qu'on est tous là. On parle beaucoup de décentralisation, mais concrètement, comment on le prouve? Eh ben, on le prouve en construisant des choses qui prennent du temps. C'est long, Kaspa, c'est long, ça prend du temps aussi. C'est 10 ans de recherche, de travail, donc de recherche fondamentale en mathématiques. C'est de la mathématique pure en fait. Et faire des choses rapides, ça prend du temps. Et en l'occurrence, là, on arrive justement sur l'applicatif. Et du coup, les smart contracts en bénéficieront aussi, parce que ce qui compte, c'est d'avoir aussi avant tout l'infrastructure de base la plus robuste, la plus résiliente et aussi la plus, on va dire, responsive. Et si je peux me permettre de rajouter quelque chose qui est pour le coup très généraliste, qui n'est pas propre que à Kaspa, mais qui en fait clairement partie dans les proof of work. Il y a souvent beaucoup de personnes qui imaginent, à tort, attention, que en gros la technologie du proof of work c'est la vieille technologie et que le proof of stake c'est la panacée, la nouvelle technologie. Qu'en vrai, à part Bitcoin qui est un vieux dinosaure qui fonctionne en proof of work, qui est lent, qui est pas bien, etc. Il faut imaginer que comme le proof of stake, le proof of work a ses révolutions, a ses évolutions. Tu en as très bien parlé. Kaspa atteint des niveaux de performance qui sont au même niveau, voire même supérieurs au proof of stake. Donc il faut pas imaginer, sans être même vraiment pour le coup un POW maximaliste, mais c'est la vérité. Le POW, ce n'est pas que Bitcoin avec un bloc toutes les 10 minutes. On peut se retrouver avec un très grand nombre de blocs par seconde, ce qui fait que vous avez une transaction qui passe instantanément avec des frais qui sont quasiment à zéro, comme on retrouve chez les meilleurs proof of stake que l'on peut retrouver ici. Donc, de manière générale, j'insiste, le proof of work n'est pas la vieille technologie et le proof of stake la nouveauté. Vraiment, le proof of work évolue avec son temps et on a des projets en proof of work qui sont largement capables d'avoir les mêmes niveaux, voire même de dépasser en tant que termes de transaction ou autre, ce que l'on retrouve sur les meilleurs proof of stake. Donc certains layers 2 d'Ethereum qui sont à juste titre vendus comme la panacée ultime au niveau de la quantité de transactions pouvant être traitées, on peut l'avoir sur du proof of work. Et ça a son importance. Voilà. Ah ouais, ce qui est intéressant, ce qui est extrêmement intéressant, c'est pas ça. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est la création de deux économies différentes. La création d'économie du proof of work et la création d'économie du proof of stake. Chacun y voit midi à sa porte et en fait, c'est des applicatifs différents. Aujourd'hui, on a des applications complètement différentes en fonction de ce que l'on choisit. Et en réalité, aujourd'hui, ma vraie préoccupation, c'est aussi une préoccupation de résilience de ces blockchains. Et malheureusement, j'ai un avis assez tranché sur la résilience des blockchains proof of stake. Et c'est pas une discussion de proof of work, proof of stake, mais en fait, si AWS tombe en panne, il y a beaucoup de blockchains qui tombent en panne. Et c'est malheureux. C'est malheureux parce que aujourd'hui, en termes de hosting de nœuds, l'effort du hosting particulier, le stacking, le hosting des nœuds à la maison, c'est un investissement personnel qui est aussi important qu'un investissement de mining. Mais en fait,
souvent, une grande partie de la population blockchain qui choisit le stacking, c'est pour la facilité d'hoster online. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui quand on fait, quand nous on fait du proof of work. En fait, quand on part du début, donc soit CPU, soit GPU, on n'est pas du tout dans ce genre-là de décentralisation. Et la création d'économie n'est pas du tout la même. Vous avez choisi une création d'économie où on va basculer après sur des ASICs. Ça a été une création en interne. Et c'était pour pérenniser le réseau. Ça a été un choix de développement, de pérennisation de réseau. Donc les ASICs sont des machines, on va dire, ce sont des ordinateurs. On va simplifier en disant que ce sont des ordinateurs qui sont spécialisés pour faire une seule chose. Et en fait, ces ordinateurs, avant d'arriver à ce moment-là où vous avez choisi de spécialiser, vous êtes passé par toutes les étapes de mining, et donc par une accessibilité globale. Aujourd'hui, en fait, ce qui se passe, ces gens-là sont extrêmement décentralisés. Et quand on est sur des personnes qui sont aujourd'hui en stacking et qui vont chercher de l'AWS, qui est beaucoup plus simple à monter, qui est beaucoup plus simple à travailler, on n'est plus sur de l'artisanal, on n'est plus sur de la décentralisation extrême, on est plus sur un truc de montage en série. C'est beaucoup plus simple d'accéder à ça que ce que c'était à l'époque au proof of work, c'est vrai, c'est certain. Mais on n'est pas du tout sur le même type de vision. Vous n'êtes pas sur de l'applicatif, on est sur de la résistance, on est sur de la résilience, on est sur de la décentralisation, tout le monde peut participer au réseau. Ce qui n'est pas forcément le cas sur toutes les blockchains à l'heure actuelle. Absolument, l'aspect permissionless, il est fondamental. C'est l'aspect permissionless pour moi qui fait la valeur ajoutée de notre écosystème. C'est ça qui fait que aujourd'hui, Kaspa, n'importe qui peut venir, arriver avec ses idées, construire, développer, proposer. Et c'est le cas, si vous venez au stand, honnêtement, on a des histoires. C'est assez dingue de voir à quel point la communauté contribue dans son ensemble et à quel point on est sur vraiment un projet communautaire. Et en soi, pour revenir à... Oui, non. En fait, ça tombe bien. En fait, je vais me présenter juste rapidement parce que je suis arrivé. Voilà, Jean-Jean Labricole, youtubeur crypto, qui fait pas mal de mining et qui aime bien boire une bière de temps en temps. Et moi, j'ai vraiment une question sur Kaspa. C'est pour ça que je voulais intervenir aussi, justement sur ce que tu disais, parce qu'en fait, le socle des mineurs, c'est ce qui a un peu lancé le projet. En tout cas, ce qu'il a soutenu, c'est ce qui permet aussi aujourd'hui, votre réseau, aujourd'hui comme c'est un réseau juste transactionnel, il repose vraiment sur le minage, mais on a bien vu qu'en fait avec le bloc DAG, avec il y a un halving continu sur Kaspa, c'est-à-dire qu'en fait on reçoit de moins en moins de cas par bloc miné. Ça a été mis en place comme ça et pour inciter les gens à venir très tôt. Mais aujourd'hui, les mineurs qui ont des choses dans leur appartement, on est quand même vraiment dans le mal par rapport à cette situation. En attendant qu'il y ait peut-être la DeFi qui arrive sur Kaspa, les smart contracts, etc., qui nous permettent à nouveau de retrouver un semblant de rentabilité, hein, parce que c'est un peu, on est tous là aussi, on veut travailler pour Kaspa, mais on veut aussi que ça rapporte quelque chose. Voilà. Ah, je suis tout à fait d'accord, c'est l'enjeu, hein, c'est l'enjeu du minage, c'est toujours l'enjeu du minage. Le minage, de toute façon, il passe toujours par ces phases-là, et ça, je ne vais pas vous l'apprendre. Il y a des phases où on ne gagne pas d'argent, il y a des phases où il faut savoir patienter. Et c'est pour ça que l'importance, elle est aussi dans la conviction des projets dans lesquels on mine. Parce que il faut avoir une vision long terme, il faut savoir avoir la patience quand on ne gagne pas d'argent, de se dire de toute façon, j'ai confiance, je sais que j'y retrouverai. Et généralement, c'est le cas quand on le fait bien. Mais c'est pour ça qu'il faut le faire sur des projets qui apportent un minimum de garantie. Après, sinon, on part dans un autre schéma qui est le spec mining, qui est un peu différent. Mais c'est important l'incentive, je suis d'accord avec toi, d'autant plus qu'on a miné 90% de la supply, donc la question elle se pose d'autant plus que tous les mois il y a 5% entre guillemets d'émissions en moins, donc finalement on se dit il y a de moins en moins de rewards, est-ce que ça en vaut encore la peine, et ça met une pression. Et on a aussi l'exemple en fait de la blockchain Ethereum qui a totalement abandonné ses mineurs, et on a vu aussi ce que ça a donné au niveau de l'Ether. Oui, après ils l'ont abandonné parce qu'ils ont décidé de changer, et c'était prévu, de toute façon c'était annoncé. C'était déjà annoncé, ils avaient dit qu'ils passaient en proof of stake, donc il n'y a pas eu de surprise en soi non plus. Non, nous, on passera pas à autre chose que du proof of work, ça c'est certain. Je n'y crois absolument pas. Et par contre, on a une pression. On a une pression à construire, à réussir à faire adopter aussi Kaspa, et à proposer une alternative qui va attirer plus de monde pour plus de transactions et pour construire l'écosystème qui permettra justement de générer les frais. On a eu un premier essai, un premier test, entre guillemets, un stress test avec les KRC20.
Je pense que vous l'avez vu, vous avez Ouais, c'est- très rapidement, ça a remonté entre guillemets les rewards. Et en soi, ce qu'il faut, c'est maintenant pérenniser cette activité. Et malheureusement, sans les smart contracts et sans justement la possibilité de programmer et de créer justement de la valeur par-dessus, c'est un peu compliqué. Mais en soi, ça se construit pas en 2 semaines. Ça demande un certain temps. Et Kaspa, moi, j'ai aucun doute sur le fait que va continuer son ascension. On peut spéculer sur les raisons pour lesquelles ça fait 1 an que ça traîne, ça range, mais c'est malgré tout très solide. Quand on regarde d'un point de vue purement technique et qu'on analyse, on se dit mais finalement c'est quand même résilient. Donc en soi c'est aussi une prouesse. On a espoir que ça continue, mais la rentabilité, elle passera par là aussi, et c'est pour tout le monde pareil. Entre guillemets. J'en profite 2 secondes. Je rappelle que s'il y a des gens dans le public qui veulent intervenir, qui veulent ajouter un complément, poser une question ou autre, n'hésitez pas. Hein. Le but, encore une fois, c'est que ce soit collaboratif. Donc, si vous avez des questions pour n'importe qui et les intervenants vont tourner, vous n'hésitez pas. Vas-y. Ouais, non. Pour avoir aussi un truc, c'est l'Explorer Kaspa. C'est juste incroyable de voir la vitesse à laquelle ça traite les transactions, à laquelle les blocs tombent. Moi, je me suis arrêté devant et pendant 10 minutes, je l'ai regardé. Non, c'est Pour le super coup, vous Le avez visualiseur, le visualiseur, c'est le juste visualiseur, incroyable. il est sympa. Ouais. Le visualiseur, il nous permet de voir le mainnet, 1 bloc par seconde, mais il permet aussi de voir le testnet en 10 blocs par seconde. Et en soi, le fait de voir justement le bloc DAG fonctionner de manière graphique et en temps réel, vous pouvez vous connecter à n'importe quel moment et le voir fonctionner. C'est assez dingue parce qu'on se dit que c'est des blocs équivalents à des blocs Bitcoin. C'est du proof of work, c'est du consensus de Nakamoto, c'est la sécurité de Bitcoin avec la décentralisation et la scalabilité. C'est ce qu'on appelle le trilemme. Après, chacun met entre guillemets le curseur où il veut, mais voilà, c'est quand même assez dingue. Moi, j'ai une question pour toi, purement personnelle pour le coup, parce que c'est ton ressenti vis-à-vis de ça. Comment est-ce que tu as ressenti justement la volonté de certaines personnes de forker Kaspa? Parce que Kaspa est la chaîne de départ. Il y a eu beaucoup de forks, des forks qui étaient pour certains un peu intéressants, d'autres beaucoup moins. Mais vraiment de ton point de vue à toi, pas un point de vue Kaspa Maxita. Comment est-ce que toi, en tant que utilisateur de Kaspa, tu as vu ces forks arriver et tu t'es dit ouais, ok, c'est un truc sur le côté, on s'en fout. Ou tu t'es dit ah ben, ça montre quand même qu'il y a de l'intérêt parce que si on en est à forker le code, c'est qu'il y a quand même un intérêt derrière. Tu vois, un peu. Comment est-ce que tu as vu les choses, vécu les choses? Bah, les deux, hein, c'est exactement ça. C'est-à-dire que je vois ce côté-là un petit peu, tant mieux. Quand t'es copié généralement, c'est que tu as des bonnes raisons d'être copié, et donc c'est une sorte d'admiration. Et donc ça, on l'apprécie de ce point de vue-là. Après, en soi, j'ai jamais vraiment été sur les forks. Moi, je pense qu'avant tout, un projet, c'est comme une entreprise un peu. C'est une team, c'est une équipe, c'est une histoire d'hommes en fait. Et Kaspa, c'est avant tout une histoire d'hommes. C'est Aviv Zohar, c'est Jonathan Sopoliski, c'est le protocole Ghost, c'est des gens qui sont dans le marché depuis longtemps. C'est des gens qui ont apporté à Ethereum ce qu'Ethereum a été grâce au protocole Ghost. Ghost, c'est un bloc toutes les 12 secondes. C'est Jonathan Sopoliski, c'est Aviv Zohar. Aviv Zohar, c'est un pont de la sécurité sur Bitcoin. C'est des fans de Bitcoin qui ont proposé leur solution à Bitcoin avant tout. Bitcoin n'a pas voulu saisir ces opportunités-là, c'est leur droit, et je l'entends tout à fait aussi. Mais en soi, ils ont continué de bosser en fait à améliorer Bitcoin dès le départ. Ce qu'il y a, c'est que comme personne n'a vraiment repris les protocoles open source qu'ils ont proposés, parce que tout ce qui est réalisé par Kaspa, c'est des papiers scientifiques à revue de lecture qui sont publiés et disponibles en open source à tout le monde. Tout le monde peut l'utiliser. Mais eux, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils sont capables, tout simplement, ils ont été capables de faire évoluer de Ghost à Spectre, de Spectre à Phantom, de Phantom à Ghost DAG, et très prochainement de Ghost DAG à DAG Knight, 100 blocs par seconde, paramétreless. Est-ce que je peux me permettre juste sur une chose? Il faut pas oublier que Bitcoin, c'est un vote, c'est un BIP, donc les gens votent ou ne votent pas. Donc ils ont choisi de ne pas le faire. À la même époque, en 2014 ou 2013, du coup, pour le coup, c'est la même chose pour Vitalik. Quand il a proposé des améliorations, ces améliorations sur Bitcoin, elles ont été refusées. Et c'est comme ça. Il a choisi de suivre sa voie. Et comme les personnes qui ont créé Kaspa ont choisi de suivre leur voie. Non, mais je respecte tout à fait. Attention, c'est pas un reproche, hein, au contraire. De toute façon, on serait pas là et puis voilà. Il n'y a pas de souci. Hein. Mais en soi, c'est pour montrer un petit peu l'état d'esprit des fondateurs du code de Kaspa. C'est vraiment l'objectif de prolonger, d'améliorer le proof of work, d'améliorer un petit peu la vision de Satoshi et d'apporter de la scalabilité, tout simplement. Et c'est ça la recherche fondamentale de Kaspa, c'est de proposer une alternative qui soit scalable au proof of work, à la vision de Satoshi, sans vraiment transiger sur la décentralisation et la sécurité qui sont fondamentales. Pour nous, en tout cas, on estime, pour une vision long terme de notre marché, de notre écosystème. Oui, alors moi j'ai appris quelque chose sur le Kaspa justement en allant voir votre atelier, hein, qui est super sympa.
honnêtement, c'est que vous allez développer du L2 sur Casspa en utilisant à nouveau du GPU. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est dans les pipelines, hein, quelque chose qui est envisagé. C'est tout à fait possible. Exactement, c'est en train de se faire. C'est Igra Labs qui va éventuellement proposer des modèles sur lesquels on va pouvoir éventuellement réutiliser de la GPU. Voilà, c'est quelque chose de naissant. Je ne sais pas si tu veux JC intervenir parce que je sais que toi tu suis un petit peu le sujet. Je sais qu'il y a un membre de la commu mais qui est très très bon, qui maîtrise pas mal le sujet des smart contracts et justement de l'IR2 et de l'application des GPU parce que c'est vraiment lui qui est pas mal spécialisé. JC, bienvenue à toi. Merci. Et puis si tu pouvais juste aussi donc parler de ça et un petit peu aussi de ce que tu as proposé justement pour le passage à crescendo et au 10 blocs par seconde. Ouais. Alors pour l'utilisation des GPU, présente-toi d'abord. JC, développeur à temps perdu pour l'écosystème Casspa. Donc l'utilisation des GPU, effectivement, ça a été discuté brièvement sur le Discord officiel de Casspa. Les L2 qui vont être développés sur Casspa vont utiliser la technologie ZK Proof. Et donc ces ZK Proof, pour être calculées, elles vont être éventuellement, pour pouvoir décentraliser au maximum cette puissance de calcul, va être distribuée à tous les GPU, tous les possesseurs de GPU pour pouvoir créer ces preuves de travail et les poster ensuite sur le L1 Casspa. Donc ça va être assez intéressant pour pouvoir décentraliser et utiliser du matériel. Et en fait, pourquoi cette idée de le remettre sur GPU? En fait, c'est une idée pour intégrer la communauté. Exactement, ouais. D'accord. Pour pouvoir utiliser du matériel qui est déjà préexistant et qui actuellement ne sert plus à grand chose. Et puis pouvoir décentraliser avec une architecture déjà existante et une installation déjà globalement éprouvée. D'accord, non, mais Voilà. ça c'est super. En fait, c'est vraiment ce que, en tout cas, moi mineur, j'aime entendre à dire après avoir ce que vous allez pouvoir développer ou pas. Hein. Alors c'est pas Casspa, c'est pas la core team. Hein. D'accord, c'est pas la core team. C'est permissionless, c'est des gens comme ceux qui sont arrivés qui disent ok, D'accord. nous on veut build, on veut faire on veut faire. Non, là c'est un layer 2 qui se construit de manière à part. C'est pas la core team. Hein. En fait, Casspa, on propose vraiment un L1 le plus simple, le plus sobre possible, mais qui sécurise les transactions et n'importe qui peut venir se greffer. Et plutôt que de poster une preuve sur Ethereum ou sur n'importe quel L1, il peut très bien venir la poster sur Casspa et profiter de la sécurisation de la blockchain Casspa en fait. Alors ok, c'est super intéressant, je suis un peu la voix du démon dans l'histoire. J'aime bien l'affaire, mais du coup, qu'est-ce qui vous sépare d'un layer où on a besoin de scaler en faisant un layer 2? Là, pour le coup, rien. Là, on réintègre les mineurs en utilisant un layer 2 après les avoir laissés tomber pour créer une partie ASIC, les petits mineurs. On est d'accord ou pas? En fait, comme je le disais, n'importe qui peut créer son propre L2 et on peut très bien imaginer qu'une banque va proposer un L2 ultra centralisé et poster les preuves d'enjeu sur Casspa. Et on peut très bien imaginer à l'inverse une proposition de L2 ultra décentralisée qui va profiter aussi de la même capacité de sécurisation de Casspa en fait. Et l'avantage de ça, c'est que n'importe qui peut utiliser la sécurisation de Casspa. En sachant que la technologie qui va être utilisée pour les L2, ça va être du based rollup, c'est-à-dire que toutes les transactions sont séquencées par le L1. C'est-à-dire que tous les L2 voient en même temps, on va dire un même pool partagé de toutes les transactions qui sont exécutées sur tous les L2. Donc il n'y a pas d'histoire de bridge, il y a des capacités de création de smart contracts pour pouvoir utiliser n'importe quel L2 en une seule transaction et de manière atomique. C'est-à-dire que la transaction passe ou ne passe pas, mais elle n'est pas bloquée au milieu, on va dire, comme ce qui se passe actuellement, notamment sur Ethereum. Voilà. Je pense que c'était très bien. En tout cas, merci pour ton intervention. C'était très intéressant, très technique. J'en profite rapidement. Est-ce que quelqu'un veut intervenir sur ça? Tant qu'on y est, ça fait déjà une vingtaine de minutes. Donc, c'est beau, c'est magnifique. Merci pour l'invitation. Mais non, Merci pour la Casspa toujours team. le bienvenu. Franchement, merci à vous. Vous êtes venu répondre aux C'est un questions. grand plaisir. Et comme ça, les Casspa maximalistes pourront pas m'en vouloir. Non, mais on t'aime bien, Teka. Je suis quand même gentil. On t'a hein. toujours bien aimé. On sait que tu nous aimes bien. Je vous adore, je vous adore. C'est pour ça que je suis là. Non, mais je sais. Je suis là. Personne ne veut poser une question à nos amis de chez Casspa ou autre? Oh bon, on a encore du temps. T'inquiète, on va se débrouiller. Bah écoutez, un grand merci à vous deux. Franchement, très Top. intéressant. Puis Et n'hésitez encore pas. une fois, n'hésitez pas, leur stand est juste là, dans le grand igloo. Si vous avez des questions et que vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à aller les retrouver. Vous Ce êtes sera les un plaisir bienvenus.
Ouais, bienvenue au stand et bienvenue au workshop à 19h30. On ferme la boucle des workshops. Il y a $150 pour toutes les personnes qui s'inscrivent, non? C'est pas ça? La DAO n'a pas validé Il n'y cela. a pas de DAO encore. Les gens d'en haut. Merci les gars, merci. TK, on pourra pas dire qu'on n'a pas titillé pour voir ce qui se passait. On a essayé en tout cas. J'ai bien vu que tu étais... Ok. Sur mes réseaux ou sur le truc là? Ok. Ah oui, désolé parce qu'on n'a pas le retour chat, je suis désolé. Hein. Ouais. Ok. Oui. C'est ça. On est donc pour ceux qui veulent nous voir, n'hésitez pas à la partager. Donc on est bien sur la chaîne de Cryptoxer 2025. Visiblement, il n'y a pas grand monde sur le live. En tout cas, ça fait plaisir de voir des gens qui viennent nous écouter en moins en direct. Ça fait déjà super plaisir. Est-ce que les copains là, veulent venir faire un petit coucou ou pas? Est-ce qu'on fait Il faut venir les copains. Allez, venez les copains. Un homme. 4 coins. Bonjour, bonsoir les amis, bienvenue. Avant toute chose, est-ce que vous pouvez vous présenter justement pour que les gens sachent un petit peu qui vous êtes? Allez-y. Moi, je suis ton copain. C'est fait. Sylvain, Objectif Lune, créateur de contenu sur YouTube et Telegram. Twitter, j'ai quitté parce que ça m'a saoulé. Ils sont méchants les gens sur Twitter. Twitter, insupportable. Donc voilà, uniquement YouTube et Telegram. Eh ben, Cabour Crypto. Donc, moi, je suis le copain du copain. Donc voilà. Donc pareil, petit créateur de contenu, fan de DeFi, fan de. Non, pas Proof of Work, non. Moi, je suis fan de démocratisateur dans la DeFi, un petit peu atome maximaliste à mes heures. Ça c'est beau. Il en reste encore un peu, hein, vous inquiétez pas. Et ben voilà. Je commence directement. J'ai vu là justement que tu nous as sorti une magnifique vidéo aujourd'hui. Comment qu'on fait les 1000%? Comment qu'on fait? Où est l'argent et comment on a l'argent? Non, ça c'était une ancienne vidéo, ça c'est pas d'aujourd'hui. Non, mais c'est celle que j'ai vue aujourd'hui moi. Ah oui, celle que t'as vue. Ouais. 1424%. C'est ça. Quand Bitcoin il s'énerve un petit peu en DeFi, si on sait un petit peu où on va et si on sait un petit peu ce qu'on fait en DeFi, on a moyen de faire des très très beaux rendements. Ceci n'est pas un conseil d'investissement, bien entendu. Tout à fait, non, bien sûr, jamais. Et non, voilà, après par des protocoles des agrégateurs de DEX sur différentes poules de liquidité, tu peux utiliser la volatilité, comme je l'explique toujours dans ma communauté, à ton avantage en fait. Et quand tu comprends un petit peu ce que c'est que la DeFi, outre le fait de juste regarder les rendements, tu arrives vraiment à comprendre que à l'époque, tu avais les mineurs d'or et ils essayaient de chercher de l'or, ils s'enrichissaient pas. En fait, ceux qui s'enrichissaient, c'était un petit peu les vendeurs de pelles. En fait, en DeFi, si tu sais un petit peu ce que tu fais avec tes cryptos, tu arrives à être ce vendeur de pelles, tu profites de la volatilité et tu kiffes dans des moments de forte volatilité, quoi. Et en fait, tu peux, j'en profite pour continuer, juste on peut profiter à la hausse comme à la baisse du marché en fait. Il faut savoir se positionner, il faut essayer de le comprendre en fait, le marché. Hein, exactement. En fait, c'est là, tu as des traders qui arrivent à faire dans les futurs, tu peux faire du long, tu peux faire du short. En fait, en DeFi, tout en restant spot et en ne t'exposant pas à un système de liquidation, tu peux arriver à générer des gros rendements, voire même des fois à surperformer certains traders, tout en conservant un petit peu tes actifs, sans forcément les. Alors après, il y a beaucoup d'autres notions à comprendre, notamment l'impermanent loss, les choses comme ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a très très peu de contenu qualitatif sur tout ce qui est vraiment les possibilités qu'on peut faire en DeFi. Et voilà, moi c'est mon kiff et j'essaye de vraiment développer le business là-dessus et d'expliquer aux gens qu'il y a vraiment de très belles choses sans forcément aller faire du dégène, sans forcément aller mettre des leviers x10, x15, x20. Est-ce que tu expliquerais un mécanisme assez simple, facile, pour les personnes qui ont des terres du Polygon, par exemple, avec un rendement, on va dire, supérieur à 5% à l'heure actuelle? T'as pas des mecs avec des vrais cryptos quand même? Non, mais on est d'accord. Bon, on va faire dans le simple. Non, mais après, Ether, par exemple, tu vois, Ether, c'est... moi, par exemple, j'utilise du wrap Ether. Alors, c'est pas de l'Ether natif. Mais par exemple, sur des blockchains de layer 2 comme Arbitrum, tu peux utiliser des pools Uniswap où là, tu vas utiliser tes wraps Ether face peut-être à du CBT, ETH, des choses comme ça. Et là, en fait, en fonction des volumes d'échange, si tu veux pas prendre de risques et pas perdre, entre guillemets, tes Ethers avec le rebalancing des différentes pools, en fait, tu utilises deux assets, soit du WETH, soit du CBETH, qui est l'Ether de Coinbase, en fait.
Et tu peux naviguer comme ça selon la volatilité à générer des rendements qui sont largement au-dessus d'un livret A quoi aujourd'hui. dans la semaine. Non, et puis voilà, après tu te sers justement de tes intérêts, tu te sers d'un petit peu de tes revenus, puis pour sécuriser des positions sur des pools stables, des choses comme ça, et ça te permet vraiment de te faire grossir un capital en utilisant la volatilité. Et non mais vraiment là je disais c'est un truc simple pour, Pardon. tout le monde qui le suit, les personnes Je suis parti. simplement, quelqu'un qui sait gérer un MetaMask simplement ou peu importe, un Rabi et qui voudrait faire un truc simple pour faire un peu de DeFi simple. De la DeFi simple, tu prends un agrégateur. Moi, je parle souvent de Bifi, alors pas de conseiller en investissement ou quoi que ce soit, mais voilà, tu as un agrégateur, tu as plusieurs agrégateurs qui existent sur la DeFi. Et aujourd'hui, avec tes cryptos, tu te positionnes sur une blockchain, tu sélectionnes une pool, tu signes 2 smart contracts et tu laisses tourner, quoi. Après, il faut faire attention au niveau des paires, les paires que tu utilises. T'en as, voilà, moi j'ai des amis qui vont faire ça full meme coin, ils vont aller te choper le dernier meme coin qui vient de sortir, tu vas choper du rendement à 3-4 000% sur 3-4 jours, les mecs qui sortent, ils ont fait du cash et après ils vont faire ça ailleurs. Mais ça c'est des trucs plus dégènes, tu vois. Mais si tu veux un bon père de famille, voilà, t'as du wrap Ether, tu peux arriver à choper du 10, 12, 15% en moyenne sur la semaine. Voilà, sans forcément avoir des pools qui vont te mettre face à du stablecoin, qui vont te rebalancer avec de l'impermanent loss. Et là, tu vas faire des trucs de dingue, quoi. Donc c'est cool. C'était super intéressant. Alors, il y a un truc qui m'a interpellé. Alors, on change un peu de sujet, mais c'est sur ce que Sylvain a dit. En fait. Non, c'est sur ce que Sylvain m'a dit, parce que ça m'a vraiment interpellé. Donc, tu m'as dit justement, j'ai quitté Twitter pour justement me concentrer sur les autres réseaux. Et alors, on est toujours dans le domaine de la crypto-monnaie, mais on sort un peu du cadre justement de ce qu'on va parler avec la DeFi. Mais de nos jours, c'est la question que je te pose, c'est de nos jours, Twitter est en tout cas, le Twitter francophone est l'une des caisses de résonance pour la crypto les plus importantes. Est-ce que toi, justement, en tant que créateur de contenu, et donc, d'une certaine façon, moi-même, pareil, hein, on cherche de la visibilité, des vues, des nouveaux viewers et tout ça. Est-ce que le fait de justement bannir Twitter, c'est pas, je vais pas dire se tirer une balle dans le pied, mais c'est se retirer une partie des quantités de viewers disponibles et d'une part aussi de l'information, parce qu'il y a énormément d'informations qui circulent sur Twitter. Donc voilà, globalement là-dessus. Alors Twitter, je l'utilise en sourcing. Je l'ai encore, j'ai pas totalement banni le truc, mais je fais le minimum pour avoir un minimum de présence sur Twitter, histoire de dire j'y suis, tu vois. Mais dans l'idée aujourd'hui, moi c'est pas mon format privilégié, et notamment à cause de ce climat-là. Et on en a parlé aussi. Je crois que c'est toi qui disais que tu avais un collègue qui avait carrément quitté Twitter pour rester uniquement sur Insta. Moi aujourd'hui, je bosse plus tout seul, mais je suis quasiment tout seul dans la partie création de contenu. En tout cas, je suis tout seul. Donc il y a déjà le Telegram à animer, YouTube à faire vivre, etc. Donc ça c'est la principale, là où je mets le plus d'énergie. Et Twitter passe vraiment en dernier rang. Et aujourd'hui, ça me fait chier de créer du contenu, alors que je sais que derrière, je vais être critiqué, défoncé, machin truc, par des gens qui se cachent derrière un pseudo. Moi, j'ai toujours montré ma face, mon visage sur YouTube. J'assume ce que je dis. Je fais des choses borderline, je fais des choses plus carrées, des choses plus dégènes. Enfin bref, j'aime la crypto aussi pour ce côté-là dégène. Je suis père de famille, mais j'ai pas un comportement que de bon père de famille. J'aime bien les mêmes coins. J'aime bien faire du gambling. Et voilà, et je l'assume pleinement. Et ça me fait chier de me faire défoncer par alors je vais caricaturer, par des boutonneux de 12 ans qui derrière leur PC te crachent la gueule avec un total irrespect. Et aujourd'hui, même Twitter, ça va au-delà. On a vu certains politiques récupérer Twitter, l'utiliser Twitter. Et c'est pareil, quand tu essaies d'engager la conversation avec des gens qui ont soi-disant de la portée, soi-disant sont des journalistes et ils écrivent papa avec 3P dans leurs tweets, et que derrière tu essaies d'engager un mini-débat ou un micro-débat, tu te retrouves à dire, toi ta gueule en fait. Au bout d'un moment, tu as juste envie Enfin, je sais pas, j'ai envie de les secouer, de me dire. Non, mais c'est un vrai débat. C'est-à-dire que ça fait partie, entre guillemets, hein, donc ça fait partie du jeu. Donc c'est-à-dire qu'à partir du moment effectivement où tu t'affiches publiquement sur les réseaux d'une façon ou d'une autre, hein, parce que nous on est dans l'écosystème crypto, et c'est valable pour tout. On a aussi bien d'une part les compliments que les remarques et autres. Mais il est vrai, pour en avoir parlé justement, c'était une discussion hier soir. C'est vrai que le côté Twitter, il y a un côté vindicatif et beaucoup plus agressif que tu ne retrouves sur les autres réseaux. C'est vrai que sur typiquement les commentaires YouTube,
tu vas avoir un gars qui va dire ta vidéo est pas top, t'es vraiment pas gentil et de ça, alors que sur Twitter, tu vas te faire, peut-être à juste titre ou pas, mais cracher, je reste poli, cracher à la figure bien comme il faut. Et est-ce que c'est pas aussi le côté un peu clivant qui apporte, enfin, aussi un truc qui permet de développer les choses. J'en sais, je sais pas, je pose la question. Alors, le côté clivant, il est hyper intéressant à partir du moment où derrière, il y a un mini débat qui se met en place. Seulement, en fait, on voit vraiment une différence dans le CTFR, parce que c'est vraiment là où il y a vraiment c'est une mauvaise énergie, tu vois. C'est une mauvaise ambiance, tandis que tu vas sur d'autres CT, les mecs, ils font ce qu'ils veulent, et moi, j'adore Twitter parce que c'est un espace de libre-échange, hein. Elon Musk l'a vraiment défendu à ce sens-là, donc c'est hyper intéressant d'aller sur Twitter, on trouve des infos hyper pertinentes et des échanges très intéressants, mais nous, je sais pas ce qui se passe dans la francophonie sur Twitter, c'est délétère. C'est hyper polarisé, moi je trouve, et il y a beaucoup de gens qui ignorent, donc en fait vont se critiquer vraiment de façon extrêmement vindicative, et c'est ça qui vraiment pourrit l'atmosphère en fait. C'est clair, hein, quand on voit en fait l'enchaînement de commentaires, les gens, bah, de toute façon, ça fait que se fighter en fait. En plus dans le CTFR, c'est juste insupportable en fait. C'est ça, et je crois qu'à l'arrivée, ce qui est dramatique et préjudiciable, c'est qu'on passe à côté de plein de belles choses en fait. C'est ça, parce qu'il y a du contenu très très intéressant. Il y a vraiment, c'est pour ça, bah, tu le disais, pour le sourcing, c'est hyper intéressant parce que c'est une des meilleures plateformes pour partager très facilement avec un énorme reach les informations. Hein. Ouais, et je pense que du coup, sur la partie FR, on passe vraiment à côté de partage de données, de partage de points de vue, de partage de projets qui peuvent être intéressants, que nous, on peut pas mettre en avant, que nous, on peut pas répercuter, qu'on peut pas partager à la communauté, parce qu'en fait, bah, selon le tweet que tu mets, alors, c'est rigolo, parce que des fois, on arrive à jouer avec, et on provoque un petit peu ça, et ça peut être sympa, tu vois. Mais moi, aujourd'hui, je suis uniquement sur Twitter pour te suivre à toi, suivre Kabour, suivre les potes, de temps en temps, mettre un petit truc comme ça, parce que ça me fait plaisir. Mais après, derrière, je trouve que c'est dommage, en fait. Là, par contre, je pense que c'est toute la communauté française qui se tire une balle dans le pied, tu vois. Non, j'allais changer de sujet, donc je te laisse parler. Non, mais en gros, non, mais c'est quelque chose qui est intéressant parce que c'est vrai que la communauté francophone dans son ensemble, de manière générale, a effectivement, à juste titre, hein, la critique quand même très facile, très aisée, chose qu'on retrouve beaucoup moins dans d'autres communautés, pour être moi-même également sur des communautés anglaises, américaines et autres. Mais pour avoir, entre guillemets, grandi dedans, hein, je me suis dit, bah oui, ça fait partie du jeu, mais c'est vrai que je pense qu'on prendrait un créateur de contenu américain qui fait son contenu classique et autres, et qui devrait, lui, débarquer dans la communauté francophone, il serait mort. Il part en pleurant et c'est terminé. Parce que, encore une fois, c'est pas négatif ce que je dis, mais vous savez que côté US, anglais, américain, il va y avoir une grosse volonté de soutenir, d'aider, de faire grandir, entre guillemets, et de faire avancer les choses, même quand des choses parfois sont pas bien faites, et on va dire, ben voilà, t'as pas bien fait, il faudrait faire ça, que effectivement, du côté francophone, on va plutôt te pointer du doigt, ça n'a pas été, ça n'a pas été, ça c'était pas top, des fois à juste titre, parce que des fois c'est pour de bonnes raisons qu'on fait ces choses-là, mais la critique est plus rapide, quoi. Même certaines miniatures hein, sont pointées du doigt. Non, mais c'est terrible. Certaines miniatures peuvent C'est être terrible. problématiques. Certaines miniatures sont. Il faut pas voler les miniatures, t'es clair. On t'a dit. Bref. Non, mais vas-y, continue ta pensée. Aujourd'hui, non, je ne continue pas ma pensée. Bref, j'habite pas à Los Angeles, excusez-moi. Et donc, à ce moment-là, là, on est entre nous et il y a 5 créateurs de contenu ici. 5 créateurs de contenu à des niveaux différents, sur des sujets différents. Bon, ben, on est plus que 4, mais on était 5. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, en fait, quel est votre moteur encore aujourd'hui? Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas besoin de ce moteur. Il y a des personnes qui sont dans des secteurs d'activité qui génèrent des difficultés sur ce moteur de création de contenu. Qu'est-ce qui génère aujourd'hui encore cette envie de partager et de partager des compétences? C'est ça qui m'intéresse. Moi, je vais parler clairement de ma commu personnelle. Et en fait, juste pour il y a 80% de gens qui nous crachent dessus, certes, mais rien que pour les 20% qu'on arrive à fédérer, qu'on arrive à aider, qu'on arrive à accompagner, moi, rien que pour ça, ça me fait vibrer. Et clairement, ça vaut tout l'or du monde, en fait. Et les 80% qui nous crachent dessus, bah, tu fais abstraction, en fait, de ces gens-là.
parce que tu comprends un petit peu que c'est peut-être des personnes qui n'ont pas forcément compris ce qu'elles regardaient, qui n'ont pas forcément compris là où ils mettaient les pieds, qui ont peut-être une frustration personnelle parce que eux-mêmes n'ont pas réussi à se lancer et qu'il y a un petit côté jaloux aussi. Mais les 20% qui vont t'accompagner, qui vont te soutenir, qui vont aller te défendre face à ces gens-là, bah en fait, ça vaut tout l'or du monde. Et rien que pour ça, moi, j'invite tout le monde ici à essayer de faire du contenu, des choses comme ça. Parce que même si tu t'entoures de 10 personnes, tu as ces 10 personnes qui vont te faire grandir, qui vont te prendre du recul sur les choses. Et ça c'est... Ouais, qui t'apportent des choses. Moi, dans ma com aujourd'hui, et d'ailleurs, on le voit ici, mon pote TK, Sylvain, Baguette et Jean-Jean. Bah, en fait, quand on discute, on grandit parce que c'est des gens qui ont une vision, c'est des gens qui ont envie d'entreprendre aussi. Ils vont t'amener des petites astuces moi aujourd'hui, si je fais grandir ma chaîne, c'est aussi grâce à toutes ces personnes, parce que je puise en eux l'énergie aussi qui est nécessaire pour ça, mais aussi surtout dans ma communauté, où j'ai des personnes qui, à chaque fois que je sors une vidéo, à chaque fois qu'on fait un tweet, bah, ils vont me faire un retour, ils vont me dire, ouais, là, tonton, tu devrais plutôt faire comme ça. Fais gaffe, parce que ce mec, il t'a taillé pour ça, mais bon, il a, dans la gamberge, tu vois, ils sont là pour t'accompagner, t'encourager, et ça, franchement, ça me donne une patate à chaque fois, c'est ouf, quoi. Ouais, non, on partage un bout de nous-mêmes, de notre vie, et effectivement, la commu, c'est ultra important. Moi, j'ai vraiment de la chance, la commu est ultra sympa avec moi. Moi, j'ai pas trop de haters ou des choses comme ça. J'ai pas les 80%, moi. Mais fais un peu de DeFi, tu vas voir. Voilà, peut-être qu'en allant un peu plus sur la DeFi, je vais avoir ça. Mais ouais, c'est vraiment un moteur. Et puis pour plein de projets, c'est une occasion d'échanger. C'est en communiquant qu'on avance, qu'on fait des progrès, qu'on se remet en question. Et c'est super important, surtout dans un secteur comme la crypto où tout va tellement vite en fait, et où on peut pas tout suivre. Parce qu'encore une fois, à un moment, on était un petit peu voilà, on avait des chaînes, on parlait de mining et tout, et on pouvait se dire, mais pourquoi est-ce que Jean-Henri fait ça? L'autre créateur a fait ça, mais on a notre façon, notre style de le faire. Parfois, les gens, ils vont pas accrocher avec quelqu'un, donc c'est bien qu'il y ait plusieurs contenus, et plus on sera nombreux, mieux ça sera aussi pour aussi monter en compétence, parce que nous-mêmes, et je crois que Monsieur TK va faire une formation aussi sur certains sujets spécifiques. On peut pas être partout comme aujourd'hui un PDG, il connaît pas toutes les différentes parcelles de sa société. Hein. Sur la crypto, on a vraiment besoin de se former, et on a un rôle très important en tant que créateur de contenu. Ouais, on a un rôle, on a une responsabilité aussi, hein, on le dit assez souvent. Alors, quand on met un pied dans le monde de la crypto, parfois ça va tellement vite que, bon, moi j'en suis désolé, mais je l'assume pleinement. Parfois on met le doigt là où il faut pas, on se brûle. Et bon, ça fait partie du jeu, hein. C'est des choses qui arrivent. Pour ma part, je suis rentré en 2021 sur YouTube. Je suis arrivé au moment de la hype de la BSC. On a fait beaucoup d'argent de manière très très débile. Enfin beaucoup. À l'époque, c'était beaucoup, mais de manière très débile. Et il y a aussi ce volet financier qui peut être important. Moi, j'ai pour habitude de pas le cacher. C'est quelque chose qui me fait vivre, qui fait bouffer ma famille et qui me permet de passer du bon temps. Et depuis tout récemment, avec l'activité qu'on a sur la chaîne YouTube et ce qu'on fait à côté, je peux payer un salaire. Et c'est quelque part, alors moi, je suis fonctionnaire de base au départ, donc pour moi c'est assez, c'est significatif, c'est évocateur. On est créateur de contenu, mais je fais vivre une famille derrière, en fait. Et je suis assez fier de ça. C'est quelque chose que les gens ne voient pas de l'autre côté. On se lève à 6h du matin, on se couche à minuit tous les jours. On bosse, il n'y a pas de samedi, pas de dimanche, pas de machin, pas de truc. Et tu vois, dans les choses qui font vibrer aujourd'hui, il y a certes la communauté et tout ce qu'on peut apporter à la communauté et ce rôle un petit peu de guide finalement qu'on nous donne, qu'on nous attribue. Alors après, il faut pas tomber dans le crypto-gouv et la gouroutisation de tout ça. Mais bon, on reste droit, on reste carré. Et dans les choses qui font vibrer, c'est vrai que ce côté guide est important. On inspire des personnes. On montre aux gens que c'est possible. Et là, je réalise aussi que finalement, dans l'écosystème global, on a aussi une pièce à apporter, qu'elle soit petite, plus ou moins importante, mais on a une pièce à apporter. Et je pense que c'est très intéressant de partager ça. On n'a pas beaucoup l'occasion de partager. Donc merci pour la question. C'est pas des choses qu'on peut aborder sur notre chaîne YouTube, parce que si on parle de ça sur notre chaîne YouTube, ça fait chier tout le monde. On met pas des fois 100, donc ça clique pas. Et voilà, bon là je profitais de ça pour fois en 1000, parler. fois 1000, hein. C'est super intéressant et j'aime bien en fait. Je trouve que c'est important aussi de partager ce moment en fait qui vous a fait vous lancer. Moi personnellement, ce moment où j'étais père de famille, 2 enfants, je suis pas créateur de contenu, mais je fais du consulting uniquement sur du bouche à oreille. Et j'étais père de famille, 2 enfants, avec un job très bien rémunéré en tant que cadre. Et en fait, tu te poses la question, mais pourquoi
pourquoi en fait je partirais? Pourquoi j'adore, c'est mon écosystème, c'est ce que je veux faire. Mais pourquoi je prendrais le risque? J'ai 2 enfants, un crédit, le crédit de la maison. Tous les mois, il faut payer. L'école, il faut payer. Enfin, voilà. Et ce moment-là, en fait, où tu bascules et tu dis, mais en fait, et je pense que c'est plutôt ma dame, en réalité, elle m'a dit, mais prends le risque. On assumera à 2, prends le risque. Alors, c'est exactement ce qu'elle est en train de faire chez moi aussi. Ah bah, Alors, arrête pas de me dire, non, mais c'est bon, arrête, fais que YouTube, fais que de la crypto. Exactement ce qui se passe en ce moment. et c'est magnifique, en fait, ce moment où Elle tu... a quand même l'espoir que tu touches le million, hein, c'est pour ça. Elle Le s'est dit million. que le pognon va arriver. Non. Alors, spécial dédicace, elle m'a payé un saut en parachute à Noël. Je sais toujours pas comment l'interpréter. Vous êtes... Est-ce que tu as fait l'autre saut? C'est ça la question. T'as mis le genou ou pas à terre? Depuis longtemps ou pas? 2020. Oh putain, faut pas que je dise de conneries là. En 2007. Ouais, donc ouais, ça fait un moment. Donc, ok. Mais moi, en fait, ce moment-là où j'étais là, j'avais un poste quoi, très bien. J'avais une rémunération très bien. J'aurais pu continuer des années comme ça, même en n'aimant pas ce que je faisais. Tu vois. Et en fait, ce moment où j'ai jeté en disant bon, ok, je vais le faire, je sais pas ce qui va se passer. Elle m'a dit mais fais-le. Je vois que t'es pas heureux et je vois que t'es heureux quand tu fais ça. Est-ce que ça a été le même cas pour vous? TK, je vois que toi t'as laissé aussi une belle position quand tu t'es lancé à plein temps. Comment ça s'est passé à ce moment-là? Alors, il n'y a pas de bonne ou De mauvaise mauvaise situation. Non, d'accord. Est-ce qu'on parle de position ou de situation? De C'est pas la même chose. situation. Ah, pardon, Parlons de excusez-moi. situation. Je suis désolé. Non, mais pour dire, effectivement, de toute façon, je vois qu'il y a un peu de monde quand même qui est ici autour, de manière générale. Si à un moment donné, je parle pas de devenir youtubeur, mais si à un moment donné, vous avez l'envie de créer quelque chose, de vulgariser quelque chose, d'expliquer quelque chose, que ce soit au moyen d'un médium, enfin d'un post sur Medium, d'un post sur Twitter, un LinkedIn, que sais-je, n'importe quoi, sur un domaine que vous aimez, vous appréciez, je ne peux que vous inciter à vous lancer, à ne pas hésiter, même si la première fois ça fait 2 likes, vous avez un connard qui viendra dire que vous dites de la merde pour rester sur ce que Sylvain le disait. Mais non, vraiment, sans rire, le fait de créer du contenu, quel que soit le type de contenu, s'il a une portée éducative, une portée utile, expliquer comment fonctionne un bridge, un swap, et encore là on reste dans la crypto-monnaie, je ne peux que vous inciter à le faire. Et pour revenir sur mon cas à moi, effectivement, moi ça a été très 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 compliqué le passage à temps plein, de vivre de cette activité, parce que comme pour beaucoup de gens, enfin, j'avais un travail que j'aimais, j'avais un travail qui payait très bien, donc c'est comme j'ai toujours dit, hein, je travaillais, j'aurais été maltraité dans un boulot que j'aimais pas et j'étais payé au lance-pierre. Bah, c'est facile de se barrer et se dire bah oui mais de toute façon je suis mal payé, mon patron m'aime pas. Moi alors c'était un gros avantage mais c'était mon gros inconvénient dans ma prise de décision, c'est que j'étais bien payé, j'étais bien aimé au boulot, je me débrouillais pas trop mal au niveau des échelons de la boîte, et donc quand j'ai dû prendre la décision de tout quitter pour me lancer dans une aventure où demain tu sais pas si tu auras des sous, si tu sais pas comment ça va aller ou autre, c'est compliqué, surtout que comme enfin on en a pas parlé mais le monde de la crypto-monnaie et donc de la création de contenu qui en découle est totalement directement lié à l'état du marché. C'est-à-dire que oui, en bull run, vous allez, parce que vous avez, je vais balancer quelques chiffres, mais vous avez probablement déjà vu ces annonces, et on remerciera toujours Darkemy pour ça d'ailleurs, de gens qui disent ah oui mais t'as vu, il facture un tweet. Un tweet c'est 160 caractères, il le vend 5000 balles. Il s'emmerde pas. Sauf que le tweet à 5000 balles, tu le fais quand t'es à ton top, à ton prime et que le marché est en bull run. Parce que quand le Bitcoin, il est en bear market, que t'es au plus bas, t'as plus aucun annonceur, là, il y a plus d'argent qui rentre. Et donc, à ce moment-là, soit t'as un boulot à côté, et donc là, bon, si t'as un boulot à côté, ça se débrouille, tu te débrouilles avec ton job à côté. Mais quand t'es à temps plein, il y a plus rien. Donc, attends, je suis pas en train de me plaindre, hein, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais donc, non, mais en gros, ce que je veux dire, c'est qu'il faut temporiser les choses. C'est-à-dire que oui, dans la création de contenu, l'influence de manière générale, il y a de l'argent, il y a probablement beaucoup d'argent à prendre. Et donc, si vous avez l'occasion, foncez, venez prendre une part de ce gâteau-là. Mais on facture pas des tweets à 5000 balles toutes les semaines, tous les mois, pendant des années. Donc, en gros, ce que vous allez faire, c'est comme la plupart des artisans. Dis pas que tu factures pas des tweets à 5000 balles.
Je facture moins cher que ça. Bon, voilà, que ça soit clair. hein, non, mais... Non, mais non, parce je que là, donne tu fais croire les gens que tu factures des trucs. du tout, Non, C'est bon. c'est un j'aimerais C'est un exemple de prix. c'est un exemple de prix. Explique, parce que sinon, les Non, gens vont non, croire que tu factures vraiment ce prix-là. Ouais. J'aimerais pouvoir facturer un tweet à 5000 balles, mais c'est pas le cas. C'est parce que tu fais ce matin, c'était pas 5000 et l'autre 5000, ça faisait pas 10 000. Avant midi. J'ai pas compris. C'est pas 10 000 avant midi aujourd'hui alors. C'est 10 000 avant midi. Ah, 10 c'est 000 avant seulement. midi. Non, et puis il faut rappeler aussi, accessoirement, entre nous, on l'oublie souvent, mais n'oublions jamais que c'est du brut. Hein. Donc généralement, bon, moi je suis belge, mais c'est pareil en France, vous allez taxer royalement 50%. Donc même si tu fais un tweet à 5000 balles, t'as réellement 2500 dans la poche, ce qui est très bien encore une fois. Mais si t'as 2500 sur 6 mois, il va falloir vivre avec 2500 sur 6 mois. Et là c'est plus compliqué, on est bien d'accord. D'où le fait qu'il y a des moments où vous allez vous retrouver effectivement avec des périodes où vous allez avoir des gens qui aura plus du tout de sponsoring, où on va vous pousser plutôt de la formation, de l'affiliation, et puis plutôt l'un que l'autre, etc., etc. Donc ça c'est sûr. Alors moi, je vais prendre l'opposé. Et Vas-y. je vais poser une question à tous mes collègues et d'ailleurs, s'il y a des youtubeurs dans le public aussi. Mais qu'est-ce qui vous ferait à l'inverse arrêter cette activité? L'activité de YouTube à proprement parler, je crois qu'en fait on est, alors ça fait depuis quelques années que je dis non mais je fais ça puis dès que j'ai atteint ce palier je vais arrêter ou je vais faire autre chose, tu vois. Copain, déjà, on va rappeler juste que l'activité de YouTube ne rapporte rien. Juste posséder la vidéo, ça ne rapporte rien. Enfin, Moi je suis pas monétisé en plus donc En plus, si t'es pas monétisé, au revoir. Dans le domaine des rapporte cryptos. Dans le rien. domaine des cryptos. hein. Oui, dans le Voilà. domaine des cryptos, ça ne rapporte rien. Donc là, tu peux reprendre la discussion parce que les gens peut-être se disent que ça rapporte de l'argent. Non, ça ne rapporte pas d'argent, même avec beaucoup de vues. Non mais alors si vous voulez kidnapper quelqu'un, nous on gagne pas assez d'argent. Je suis désolé. Il y a plus de sous, il y a plus de sous. Non, c'est vrai que YouTube. Alors moi, je suis pas monétisé pour des raisons obscures avec YouTube. À l'époque, ils pensaient que j'avais payé des bots. J'avais sorti une vidéo sur le token de la Lazio de Rome qui avait pumpé au Maroc, donc ils pensaient que j'avais acheté des vues. Bon, bref, tu vois, impossible. Mais une chaîne comme la mienne, avec presque 30 000 abonnés, je crois que ça me rapporterait dans les 500-600 euros par mois. Donc, sachant que 500-600 euros, c'est à peu près le coût d'une vidéo, en fait. Voilà, d'une seule vidéo. Une seule vidéo, quand tu payes le monteur, le miniard, le machin, le truc, t'en as à peu près pour 500-600 balles. Donc t'es pas rentable, hein. On a des frais aussi de l'autre côté. Pour revenir à ta question, qu'est-ce qui nous ferait arrêter aujourd'hui, à part une contrainte extérieure en ce qui me concerne, ou une contrainte gouvernementale, j'ai pas l'intention d'arrêter, en fait. Voilà. Faire les choses différemment, oui. Faire grossir la chaîne de diverses manières. Aller chercher d'autres sources ou d'autres moyens de communication, oui, avec plaisir. Mais arrêter pleinement, non, parce que en fait aujourd'hui, malgré les haters, malgré tout ça, je m'éclate. C'est très intéressant et il y a toujours la possibilité de scale up et d'aller chercher d'autres évolutions. Ou alors si YouTube ferme, j'en doute. Mais non, vraiment, je vois que l'incident personnel, tu vois, la maladie, ce genre de choses, ou Mika++ qui vient nous dire, bah, maintenant c'est terminé, quoi. Moi, je l'ai toujours dit, honnêtement, je prends tellement de plaisir à faire les vidéos que je me vois pas arrêter. Par contre, si je pouvais les faire sur une île dans le Pacifique, avec les pieds dans le sable, ma foi, ça m'irait bien. Je diminuerais peut-être un peu la cadence, mais ça m'irait bien aussi. Oui, non, franchement, c'est tellement agréable de pouvoir partager parce qu'en fait, tout de suite, on va pouvoir créer un lien, on aura un retour. Et moi, c'est ça qui me plaît en fait. C'est ça qui me plaît dans la commu. Parce que Alors, est-ce que les haters ne pourraient te faire arrêter en fait tu vois, moi les haters, franchement, arrive un moment. Voilà. Merci le coin, parce qu'en fait, de tous là, t'es le seul qui essaye de répondre à ma question réellement en fait. Non, mais voilà, parce Mais, que, si tu veux, en fait, t'arrives à un moment en fait, où tu essayes d'apporter quelque chose à la communauté. Tu fais ce que tu peux, tu fais selon ce que tu peux faire. Et arrive un moment, en fait, les haters, tu essayes d'apporter quelque chose à la communauté. Et toi, même toi, Sylvain, tu vois, je me dis, arrive un moment, quand tu fais matraquer la gueule, en fait, arrive un moment, t'en as marre, quoi. Ben alors en fait, moi j'ai trouvé la solution. Je suis désolé, hein, Non, scoop. Mais t'as raison. C'est plus moi qui réponds aux commentaires. À partir du moment où c'est des commentaires techniques, tout ça, c'est cool. J'ai quelqu'un qui le fait pour moi Ouais. et qui me fait du reporting en me disant tiens, faudrait qu'on oriente, qu'on fasse ça. Bon, tu vois, il me fait remonter les idées. Mais pour des raisons de santé mentale, Voilà, en fait, on est bien d'accord. j'ai mis ça de côté, quoi, parce Ouais. que sinon c'est ingérable, quoi. En fait, moi, si tu veux, j'en suis arrivé où, quand j'en reçois des mauvais commentaires, en fait, je me dis, je réponds pas.
Alors après, ça plaît pas forcément aux gens qui te laissent un commentaire en te disant ouais, je te pose une question, réponds-moi. Bah moi, j'en suis arrivé au fait où je réponds pas. Mais je pense que ce que le public se rend pas compte, c'est qu'en fait, on le prend vraiment dans la tronche le commentaire. Et moi, en tout cas, alors moi, j'en ai pas trop, donc, mais parfois, il y en a vraiment. J'ai fait une pause pendant 10 jours parce que je l'ai pris ultra personnellement. On n'a pas du tout de formation. On se forme sur le tas comme on peut avec le matériel du bord aussi. On le voit bien dans mes lives d'ailleurs. Hein. Mais voilà. Et on se prend les trucs parfois, c'est hyper violent en fait. Ça, il y a des gens qui s'en rendent compte, peut-être pas tous. Il faut savoir en prendre le recul. Effectivement, en répondant plus à ces commentaires, en le faisant sous-traiter, ben, on permet de créer une barrière à ça, mais ça peut vachement influencer. Moi, ça m'influence beaucoup en fait. Ça me touche énormément. Après, chacun est différent. Malgré tout, on voit quand même que derrière, il y a une croissance de la chaîne, il y a une croissance de notre activité. Donc, on se raccroche à ça. On dit souvent la loi de Pareto, les 80-20. Les 80, la majorité qui crient et les 20% qui sont silencieux. On a, quand tu crées une communauté un petit peu plus privée, un petit peu plus proche, par contre là, tu as des super retours. Et ça, c'est quelque chose qui touche et quelque chose qui motive, qui rallume un petit peu la flamme, qui vraiment incite à aller plus loin parce que tu as des gens qui viennent te voir en privé, des fois, ils te disent ah, putain, c'est bien ce qu'on a fait et tout, merci beaucoup. Parce que même des fois, pour nous, des choses qui nous paraissent complètement anodines parce qu'on gère des choses depuis des mois et des mois ou des années et des années. On leur donne juste un petit tips, boum, ça déverrouille quelque chose. Et hop, la personne, elle repart. Tu n'auras plus jamais de nouvelles de sa vie, mais elle te dit merci. Et c'est des choses qui. Alors, on se raccroche à ça, c'est vrai. On a aussi quand même de bons côtés. On va pas te dire qu'on a que des haters non plus. Voilà, t'as pas que des mauvais côtés, mais c'est vrai que le haters en général fait mal, on va dire. Après, au cerveau, quoi. Après, ok, bon, les créateurs de contenu, t'as des haters. Mais qu'est-ce qui est pire que d'avoir des haters en tant que créateur de contenu ou avoir un patron qui te tape sur la tête tous les jours? Je pense que l'un dans l'autre, tu peux t'y retrouver aussi, quoi. Tout à fait. Ouais, en fait, ce que veut dire le coin, c'est que il y a des personnes à qui tu vas beaucoup donner. En fait, tu donnes beaucoup pour ta communauté. Je le sais, toutes ces personnes-là donnent beaucoup pour leur communauté. Et en fait, c'est jamais assez. Et il y a des personnes, en fait, ils sucent ton énergie vitale. Je peux pas dire autrement. Tu sais, ils raident sur ton dos et ils t'écrasent. Et du moment qu'ils sont arrivés au fin du raid, ils disent mais tu pouvais donner que ça en fait. Mais t'es vraiment un enfant, quoi. Et c'est ça, en fait, qui est gênant. Mais ça, c'est ce qui fait du mal. Et après, tu as tous les gens qui te font du bien, qui te génèrent cette énergie, qui te redonnent, qui te ressourcent. Et on le voit, et je le vois pour vous tous. Et je le vois dans beaucoup de communautés bienveillantes. Et je pense que c'est ça, en fait, qui vous anime avant tout. C'est ces gens-là qui sont là. Et toi, tu l'as dit, mais mes compétences, je suis pas obligé de les partager. Tu n'as aucun besoin, le coin. Et vous autres, vous avez aucun besoin de partager vos compétences. Je veux dire, vous les utilisez au quotidien, ça génère pour toi, sur ton DeFi, on va parler de DeFi, tu génères tes rendements, tu fais, mais qu'est-ce que t'en as à faire Mais en fait, tu as envie de partager parce que c'est une bonté. Tu as envie de partager, en fait, ces compétences parce que tu veux que d'autres personnes puissent utiliser ces compétences. Et c'est ça qui est super important. Et c'est ça qui motive aussi, tu vois. Et surtout, faire éviter aux gens les erreurs qu'on a pu commettre, en fait. Ça, c'est la base, parce que moi, quand je suis arrivé en 2021 dans le DeFi Summer, je veux dire, le niveau d'argent que j'ai pu perdre, ça vaut toutes les formations que tu pourrais te payer ou les gens que tu pourrais suivre qui t'apportent des choses gratuites, tu vois. donc derrière, si tu peux éviter aux gens de faire ça, bah, c'est cool, quoi. Et la bonne communauté, elle te remercie pour ça. Ouais. Est-ce que finalement, on n'a pas notre part de responsabilité dans la création de ces haters? C'est-à-dire que dans l'idée, aujourd'hui, bon, on a des chaînes ici d'adultes responsables. Du moins, ça est plutôt limité, ça. Hein. Adultes responsables, je saurais. Merci bien. Mais donc, du coup, on sait qu'on pas ici. Hein. On a des influenceurs qui font un petit peu n'importe quoi, qui font du lifestyle, etc. Même nous, quelque part, on en fait quand on dit aux gens, mais finalement, la crypto, c'est facile. Parce que nous, on a peut-être cette habitude-là que c'est facile et qu'on a envie de leur montrer que c'est facile. Et est-ce que de l'autre côté, eux ne se sentent pas bloqués ou font face à certaines problématiques et donc du coup disent mais enfin le mec là il ment en fait, c'est loin d'être facile, tu vois. Est-ce que nous on crée pas quelque part une partie des haters petit à petit en partageant nos contenus finalement? Ouais, mais à quel moment, quand tu vas dire à une personne, en t'apprenant une compétence, je te fais gagner ce que ton banquier, il te fait gagner en un an, enfin il te fait perdre parce que finalement les 3% du livret, tu vas perdre de l'argent. À quel moment tu crées une personne malveillante envers toi quand tu lui dis, moi je te fais gagner ça en une semaine avec ton autonomie, ton argent,
et c'est toi qui restes maître de tes fonds. À quel moment je peux créer une personne en face de moi qui me haït parce que je veux lui dire ça, quoi? Peut-être parce qu'en fait, aujourd'hui, la personne que tu as en face, elle va sur Amazon, elle clique, le lendemain, elle a son colis. Et qu'en fait, toi, tu vas lui expliquer qu'il faut que pour gagner au-delà de 3% dans son livret, qui finalement sont très simples, puisqu'elle met son billet à la banque, elle récolte 3%. Toi, tu vas lui dire, oui, il faut que tu apprennes ça, il faut que tu apprennes ça, il faut que tu apprennes ça. Et donc, du coup, oh non, c'est trop compliqué, tu vois. Et puis on a quand même les médias qui nous font pas du bien sur ça, parfois, en prenant des raccourcis, en invitant des invités qui sont des sommités contre les crypto-monnaies. Ça, clairement, moi honnêtement, l'image. C'est pas des sommités contre les crypto-monnaies, ce sont des sommités de nullité de compétences. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont aucune compétence dans la vie, à part d'être payés par l'État et par nous, donc en finalité. Et donc, ces personnes-là sont là sur les plateaux parce qu'ils ont des compétences technologiques globales, mais ils ont des avis tranchés. Et en fait, moi, ce que j'attendrais d'un journaliste aujourd'hui, c'est d'avoir un avis neutre, c'est de dire le pour, le contre, et chacun fait la somme de la somme qu'ils veulent faire. C'est-à-dire, toi, tu veux faire une somme positive, elle est positive. Une autre personne qui n'a pas de compétences, parce que il faut pas oublier que quand tu gères vraiment de la valeur, parce que c'est ça qu'on propose aujourd'hui dans l'écosystème blockchain, c'est de gérer de la valeur, si tu veux vraiment décentraliser. Donc, tu gères ta valeur, pas tout le monde est prêt à gérer la valeur. Et il faut accepter que pas tout le monde est prêt à gérer la valeur, c'est pas grave. Mais en fait, la façon dont c'est présenté d'une façon fallacieuse pour dire en gros, ouais, mais en fait, si vous gérez votre valeur, vous allez tout perdre. Mais c'est pas ce qui se passe. Mais je rajouterais aussi quelque chose, c'est que et c'est très entre guillemets triste à dire parce que de manière générale ici, en tout cas tous autant qu'on est, on a investi dans les crypto-monnaies avec quand même un but de faire fructifier notre investissement. Hein. Personne n'investit pour perdre de l'argent. Sauf qu'à un moment donné, le marché est ce qu'il est. C'est-à-dire que si à un moment donné, il y a des gens qui gagnent de l'argent d'un côté, c'est que forcément, il y a quelqu'un qui en perd de l'autre. Et donc, à un moment donné, sachant que, entre guillemets, le jeu est un jeu à somme nulle, à un moment donné, tu auras forcément probablement un mec quelque part dans le monde qui va se planter sur une opération, mais qui va permettre à plein d'autres, par exemple, de gagner pour une raison XY. Et donc, tu auras forcément une personne qui sera entre guillemets pas contente pour peut-être d'autres personnes contentes et puis voilà. Ce marché-là reste le même qu'un marché traditionnel. Bien sûr. C'est le marché traditionnel est exactement dans le même cas. Exactement, sauf donc, que non. Ce que je veux dire, c'est que maintenant que la crypto-monnaie a amené un accès entre guillemets facile, enfin aisé à la finance, tu peux investir sur les crypto-monnaies avec une application en 2 clics, etc., etc. Il y a beaucoup de gens qui étaient là en se disant je vais mettre les 25 € de mamie et comme ça fin du mois on se paye un resto et dans 3 mois on a une Lamborghini. La même que celle qui est là. Et il y a des gens qui sont arrivés un peu les mains dans les poches sur le marché en se disant, comme tu l'as très bien dit, Sylvain, ça a l'air d'être facile, sauf qu'à un moment donné, oui, il y a moyen de faire de l'argent, beaucoup d'argent, mais il faut comprendre, et malheureusement, tout le monde ne peut pas gagner. Si tout le monde gagne, ça ne marche pas. À un moment donné, il faut que quelqu'un, quelque part, se plante. Et vraiment, c'est ce que tout le monde, entre guillemets, je veux dire, espère, mais indirectement, quand vous achetez du Bitcoin à 100 000 et que vous voulez par exemple le revendre à 110 000, vous espérez que quelqu'un va vous l'acheter à 110 et cette personne à 110 va espérer la revendre à 120, etc. Personne achète du Bitcoin à 100 000 en se disant j'espère que dans un mois ils sont à 50. Donc finalement, en fait, tu es en train de nous dire que là, au mois de février, à Auxerre, on attend les retails en fait. Les moldus. Moi j'aurais dit l'exit liquidity, mais tu appelles ça comme tu veux. Mais d'où l'importance de comprendre ce qu'on fait en fait. Et on manque, à mon avis, beaucoup en France, de façon générale, d'éducation financière. Et du coup, et comme en plus on voit ce qu'il y a à pumper les mêmes coins X ou Y, eh ben les gens, quand ils partent tout de suite sur ça, forcément, ils se font liquider, ils perdent tous leurs fonds. Et ça continue à entraîner cette dynamique. Les cryptos, c'est l'arnaque. Je sais pas ce que... Non, mais en fait, le problème de base, c'est le message qu'on vend aux gens, en fait. C'est l'image qu'on donne. Aujourd'hui, tu peux faire autant d'argent en crypto, tu peux aller dans l'immobilier, tu peux faire autant d'argent, tu peux te faire rug dans l'immobilier, mais en fait, les gens, ils ont l'impression, enfin, je veux dire, quand tu fais un placement sur un PEA, le message, c'est OK, il faut que ton argent soit bloqué 15 piges pour être rentable, quoi. En crypto, on te dit aujourd'hui, quand tu arrives, bah ouais, avec 500 balles, tu peux faire 50 000 balles en une semaine. En fait, le problème, je pense, à la base, c'est fondamental, c'est de dire aux gens, non, aujourd'hui, si tu arrives avec 500 €, que tu veux devenir riche dans 6 mois, mais oublie, tu t'es trompé de chemin, en fait. Oui, la crypto-monnaie, c'est un marché financier qui est en train de se développer.
c'est un nouveau système économique. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, ça va prendre du temps. Et si tu veux vraiment faire de l'argent, tu vas pouvoir, mais ça va prendre du temps, de l'éducation. Tu vas faire des erreurs. Et c'est comme tout marché, en fait. C'est pas parce que quelqu'un, enfin, après, je suis d'accord avec toi, Teka, quand tu dis, oui, faut que, c'est forcément, il y a des gagnants et des perdants. Mais en fait, tout dans la vie est spéculé. Je veux dire, ta maison, quand tu l'achètes, tu pars pas du principe que tu vas la vendre avec moins 50% de rabais, quoi. Tu pars d'un principe qu'il y a quelqu'un qui va arriver, qui va dire, waouh, ta maison, elle est belle. Ouais, bah, tiens, je te la vends 300 000. Mais le mec, il sait pas que tu l'as acheté 150, tu vois. En fait, donc, tout est spéculé dans la vie. Quand tu achètes ta baguette de pain, il y a de la farine, le marché de la farine, il y a une spéculation dessus. Ton pain, il monte, enfin, tu vois ce que je veux dire, tout est spéculé. Donc, quand j'entends les gens dire, ouais, mais la crypto, c'est que spéculation, etc. Mais tout dans la vie est spéculé. C'est juste que le message de base, il est trompeur, en réalité, en crypto. Là où les autres marchés, ben, tout le monde est OK pour dire, oui, ma maison, je vais la garder 30 ans, je fais une plus-value au bout de 30 ans et c'est normal. Bah non, c'est pas normal. Faut qu'il y ait quand même un Gugus qui t'achète ta maison 4 fois le prix que tu l'as payé à de base. Et ça, tout le monde est OK pour dire ça dans l'immobilier. Mais la crypto, quand tu dis, ouais, mais regarde, je vais pas t'acheter un bitcoin à 100 000 parce que tu l'as eu à 15 000. Ouais, mais c'est pareil que l'immobilier, en réalité. Peut-être qu'il y a un peu de focus là-dedans, finalement, parce qu'on retient que les belles histoires. En fait, on va retenir que les belles histoires. Et nous, on commence à le savoir, on commence à l'apprendre. Tu as un premier bull run où tu te fais ken. Tu as un deuxième bull run où tu as bien appris et tu mets les choses en place. T'es even à peu près. Moi, je voulais juste un troisième où tu fais de l'argent, quoi. En fait. Sur les belles histoires, je voulais aussi voir un petit truc parce qu'en fait, moi, j'en ai vu pas mal des articles crypto aussi où ils disent si tu avais acheté $10 de Shiba, mais quasiment day one, quand quasiment personne pouvait même connaître l'existence. Donc il y a beaucoup, les journalistes nous font vraiment de la mauvaise pub sur ça en montant en épingle. J'ai lu un article et je l'ai débunké sur du minage de Bitcoin. Un petit mineur a trouvé un bloc de Bitcoin. Le petit mineur, il avait 28 ASIC. Il avait une facture de plus de $10 000 d'électricité par mois. Donc ça, pour moi, c'est vraiment, effectivement, la belle histoire, mais qui a été vraiment, c'est Cendrillon. On a tout trafiqué de base. Et ça nous crée du mal, clairement. S'il a 10 000 balles de facture chaque mois, c'est haut de cap. C'est pas un petit mineur. On est d'accord. Mais à entendre les articles et les chiffres qu'ils avaient repris, ils nous faisaient croire que c'était un petit mineur qui avait une petite machine dans son garage. Et ça, pour moi, il y avait vraiment un biais. Il y a beaucoup de biais dans la crypto et il y a beaucoup de biais aussi dans... on veut du sensationnalisme, on l'a tous vu aussi dans la création de contenu. Dès qu'on met 10 000% de rendement sur telle crypto, les gens accourent. Quand on fait un article sur la sécurité, sur les seed phrases, sur les wallets, il n'y a personne qui regarde. Et c'est démotivant. Et complètement. Aujourd'hui, je suis sûr qu'il y a beaucoup plus de monde qui a entendu parler du token Trump que même peut-être du Bitcoin. J'exagère un peu. Mais parce qu'il y a une hype qui se crée autour, parce que c'est un personnage public, parce que, etc. Et qu'on leur vend la possibilité en une journée de passer de quelques centimes à plusieurs dizaines de dollars. En fait, aujourd'hui, Bitcoin est plus sexy, Ether n'est plus sexy, Solana l'est encore un petit peu pour des raisons techniques, etc. Mais en fait, c'est aux yeux de la population externe à la crypto, c'est plus sexy, ça excite plus les gens. Parce que les gens veulent plus vite, en fait. On veut, et sans, voilà, que ce soit quasi immédiat, sans rien faire. Il y a des gens qui s'étonnent d'avoir 20% de rendement sur une semaine. Ben, je suis désolé, à 20% de rendement sur une semaine, on le fait pas ailleurs, en fait. Et ce que tu dis est très vrai, c'est pour avoir eu le cas pratique il y a une semaine, j'ai un membre de la communauté qui m'a écrit, qui m'a dit écoute, j'ai commencé à investir dans les crypto-monnaies au mois de septembre. On est au mois de janvier au moment où il me parlait. Et il me dit mais non, il me dit mais oui, mais non, tout le monde m'a vendu un bull run de folie, une all season et de ça. J'ai mis 500 balles, je suis à 600 et quelques. Il est où le pognon? J'avais mis 500 balles, on m'avait vendu 50 000. On m'avait vendu non, c'est pas 50 000 la Lambo, mais et c'est un peu un problème aussi, c'est que les gens imaginent qu'avec des petites sommes d'argent, ils vont pouvoir sortir des gros capitaux rapidement. Et donc, tu te retrouves maintenant avec des gens qui ont été matrixés par le système où, mais va chercher ses rendements dans le trading. Prends 20 points en un mois, on en discutera. Mais d'où l'importance de le dire, parce qu'en fait, effectivement, les gens, ils se font vraiment cette idée. Et on revient à l'idée que c'est vraiment un casino où... Je veux dire, aujourd'hui, tu rentres avec 500 balles, 6 mois après, tu ressors avec 600 balles, bah, sors-moi un rendement du livret A qui te fait ça. Non. Bah, ok, t'as mis 500 balles, tu ressors 6 mois après avec 600 balles, t'as fait 100 balles. Bah, dis-moi où est-ce que tu l'as fait dans la version tradie, quoi. Sauf qu'on est bien d'accord que quand on investit tous, enfin la plupart, en tout cas l'énorme majorité de la crypto, on a tous envie de mettre 500 balles et que dans 6 mois, on soit tous à 50 000. Voilà, et qu'après tes 50 000, t'es au million et c'est parti. Parce que t'as fait des intérêts composés, parce que t'as misé sur le même coin.
Eh ben, c'est ça en Prends fait. l'argent, t'es carré. L'argent. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. En fait, les gens, de manière générale, maintenant, n'ont plus une perspective à long terme. Le long terme, c'est 6 mois et le court terme, c'est la semaine. Or, normalement, le long terme, on devrait être sur 10 ans et le court terme, c'est 5 ans. Sauf que, à juste titre, et on a notre part de responsabilité, hein, je nous mets dedans, bah, les gens, ils se sont dit, bah ouais, mais moi, je pensais rentrer fin 2024 et mi-2025, c'est bon, j'étais aux Seychelles, all inclusif et on faisait parachuter le truc, quoi. Il y a quand même des choses paradoxales dans tout ça, c'est que aujourd'hui on cotise pour une retraite qu'on n'aura peut-être pas, mais on accepte de cotiser pendant des années et d'être patient pour avoir quelque chose qui sera moins élevé que notre salaire, etc., etc. Et par contre, on n'a pas la patience d'attendre que Bitcoin passe de 30 000 à plus de 100 000 $, comme ça a été le cas en 2024. On a quand même fait 9% sur ce mois de janvier. On s'est quand même grandement fait chier quelque part aussi. Et du coup, moi, il y a un paradoxe que je comprends pas. T'as des gens, ils viennent te voir et te disent, oui, mais non, mais moi, je veux pas investir, c'est trop risqué, ou alors je veux gagner tout de suite. Oui, mais t'es prêt à attendre toute ta vie pour avoir ta retraite. Ouais, oui, après, voilà, la crypto va tellement vite. Il y a des choses qui sont apparues, qui 2 ans plus tard sont plus là du tout, hein, y compris des sociétés. Hein. Donc ça va vraiment très très vite. Et du coup, Tu voulais parler de quelle société? non. Parce que on peut en parler, mais Je ne parlais pas. Non, je parle de sociétés, mais comme des cryptos qui ont été parce que, portés. Il veut parler de Rune très et haut. de FTX. Il veut parler de Rune et de moi FTX. personnellement, je peux en parler, Celsius, j'en ai rien à Celsius foutre. Hein, aussi. mais, Non. mais on s'est fait rug sur certains trucs. Ouais. Ok. Mais comme dit Sylvain, effectivement, ta retraite, tu la cotises tous les mois, t'attends en fait. Là aujourd'hui, c'est vrai que les gens ils te disent, je pose 500 balles, je veux 500 000 à la fin du mois. Bah non mon gars, en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais c'est le rêve que leur tweetent les médias et puis certaines personnes. Parce que moi j'aime beaucoup partager mes échecs. Parce que j'ai des échecs, j'ai des machines qui De toute cassent, façon, en des fait, choses comme ça. c'est tout ce que tu partages en fait. C'est ce que... Exactement. Merci. Non, parce qu'en fait, c'est pas assez partagé en crypto. Tous les gens qui ont perdu leur wallet, leur seed, toutes les erreurs qu'ils font, et c'est hyper important parce qu'il n'y a pas que des gagnants. Exactement, oui. Il n'y a pas que des gagnants et on fait des bêtises et on peut apporter de quelque chose pour que les gens ne fassent pas la même chose. Encore une fois. Après, je vais temporiser un tout petit peu quand même le débat houleux, mais on est en crypto aussi et on est tous conscients qu'il y a un certain risque. Donc je comprends aussi qu'on attende un certain rendement derrière parce que ok, la retraite, tu dis tu cotises 30 ans, etc., mais tu sais que tu l'auras ta retraite. Enfin, Non. les 10% qui te restera quand tu arriveras et si tu arrives à vivre assez longtemps après. Mais quelque part, la crypto, voilà, aujourd'hui c'est un marché qui est ultra volatile, ultra risqué. On est quand même en attente d'un rendement derrière. Faut pas dire non plus qu'on veut tous le x10. Mais aujourd'hui, moi, je suis clairement en crypto. Je suis pas là pour faire les rendements d'un livret A. Sinon, je reste sur un livret A. Mais et le risque, je vais le chercher, je vais le prendre. Mais par contre, ce qu'il faut, je pense, c'est le message de base, dire, soyez conscient de ça. Tu vas pouvoir faire des multiples incroyables en crypto, mais le risque qui va avec, faut pas le négliger. Aujourd'hui, tu te dis, je veux un rendement. Ok, toi, comme nous, on a l'habitude de dire, on va investir, on veut un rendement à 8-10%, on va aller chercher notre rendement. On va pas aller faire n'importe quoi. Sauf que les gens aujourd'hui, en fait, ils se disent, je pose 500 balles, je veux un rendement à 25% et je veux de l'argent tout de suite. Nous, on a le recul pour se dire, ok, je vais poser 500 balles, je vais le poser à 8-10%, je vais le ressortir, je vais le reposer à 15%, voilà. On a l'habitude. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, les gens, ils se disent, la crypto, c'est de l'argent facile, on y va, je pose 500 balles, je veux 3000 balles à la fin du mois. Et voilà, c'est ça en fait le problème, c'est que les gens... L'argent gratuit existe. Facile. Non, l'argent gratuit existe, l'argent facile n'existe pas. Mais voilà, on est bien d'accord. Et quand on regarde tous les gens qui ont holdé leur coin en crypto, honnêtement, qui les ont conservés, on a toujours l'impression que c'est hyper facile, mais en fait, on est toujours à se poser 500 000 questions. Parce que quand un projet va mal, on se dit, est-ce que c'est pas le moment de cash out quand on a... Tu parles à un mec qui hold du Atom depuis 4 ans quand même. C'est un stablecoin, c'est ça? C'est un bon stablecoin. Mais et tu as aussi les gens qui... je pense que dans toute la communauté qu'on a là, on a investi dans des projets qui ont fait de la merde, il faut le dire. On a perdu de l'argent et derrière, on a quand même des projets qui nous ont ramené de l'argent, quoi. Non, mais aujourd'hui, tu rentres en crypto, voilà. Tu prends Bitcoin, Ether, à quel moment tu perds de l'argent?
Si Mais tu prends sur un time t'en frame, perds pas. on Mais part t'en sur perds un pas. time frame de 24 mois. À quel T'en moment tu perds perds de pas. l'argent? Tu n'en perds Oui, pas. et sauf que c'est ce qu'on on en revient au point, c'est que pour arriver à de tels résultats, comme tu dis, sur Bitcoin ou sur Ether, ça prend du temps, ou alors il faut avoir un capital énorme. Et les gens n'ont pas envie. Parce que la Bitcoin, si on prend même le point bas de dernier point, donc on va dire qu'on était à 15 000 $, on va dire qu'on est arrivé à un peu plus de 100 000, donc tu as fait royalement un x5. Les gens, ils ont mis 1000 balles, ils se retrouvent avec 5000 balles, c'est énorme, mais ils en ont pas envie. Parce que les gens, tu leur as vendu que tu allais faire 1000 balles, ils allaient être à 100 000, et 5000, c'est bien, mais ça paye juste un peu les vacances. Or, c'est ça, en fait. On a Ouais, mais un si- problème mais de mentalité. Si quoi. t'avais mis 1000 balles sur ton livret A, aujourd'hui, Mais comme Bah, il te reste Cabourg le disait- 900, quoi, en fait. mais comme Cabourg Avec disait, l'inflation. les gens qui investissent dans la crypto, ils ont cette volonté de faire fructifier fort et vite leur Voilà. capital. Parce que sinon, comme tu dis, ils restent sur le livret A. bien sûr. Et donc, c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui disent, ouais, mais je vais pas investir dans le Bitcoin parce qu'au pire, il fait x2. Au pire, il fait x2. Il y a aucun investissement qui fait x2, mais genre Ouais, le déjà. x2, c'est genre le plus mauvais truc que tu peux avoir, tu vois, genre, c'est que x2. Et en plus, les gens vont chercher les petites cryptos parce que ça vaut moins d'1 €, donc ça va monter très très haut. Moi, ça me fait toujours délirer les posts que je vois. Bah, je vais prendre du Shiba ou je sais pas quoi, parce qu'en fait, quand il sera $1, ben oui, mais quand Je il suis sera riche. un valeur, ça peut pas arriver, ça peut pas arriver. Même si le coin il prend 100 000 %, il serait plus gros que Bitcoin. Donc les Là, gens, fallait investir dans des tokens. ils veulent où même il y a pas- eu des super ICO. mais ils veulent même pas regarder, en fait, comprendre un peu ce qu'ils font. C'est ça, il faut regarder sur ça. Et hein. quand on va plus loin là-dedans, quand on analyse la tokenomics des projets, les projets qui ont pumpé en 2021, qui aujourd'hui se retrouvent avec un prix nettement inférieur, mais avec 10 fois plus de tokens en circulation. Et les gens, ils sont là, ils te disent non, mais on retrouvera la TH, on va faire, ça va le faire. Non, mon gars, c'est impossible. C'est juste impossible. On va conclure. On termine, mais en tout cas, vraiment un grand merci d'avoir été présent. Merci aux personnes qui nous ont suivis durant le live sur YouTube. Merci aux personnes qui sont venues, qui sont passées durant en physique sur le plateau. Ça a été un véritable plaisir, vraiment un très grand merci à vous. Et puis, qui a un petit mot de la fin là pour terminer? Qui veut se lancer? Rect, pardon. TK, c'est quand le bull run sur les alts? Jamais, parce qu'en fait, on est dans une situation où l'argent rentre pas du tout par le même vecteur qu'avant. Merde. Donc pardon, l'argent rentre par des ETF et ne rentre plus par l'équivalent directement en possession personnelle. Donc ça ne ruisselle plus sur les cryptos et sur les alts. C'est malheureux, c'est comme ça. Acheter du bitcoin. Faites une croix sur l'alt season. Bon bref. Maintenant qu'on a fini et que vous allez tous vous faire rect cette année, passez une bonne fin de journée. Et on va tous boire une bière, merci.